Bonjour à toutes et à tous, et merci aux Ours de Paris de se faire le relais de nos mobilisations. Je m'appelle Gwen Fauchois, je suis activiste, blogueuse et lesbienne, et je m'intéresse plus particulièrement à la façon dont les questions politiques impactent les minorités. Le 12 mars dernier, j'ai essayé de lancer une alerte à nos communautés face à l'inertie des pouvoirs publics et médiatiques, face à l'épidémie de coronavirus qui progressait et qui, partant de nos expériences passées, rappelait qu'il ne fallait pas trop attendre et compter sur l'État pour prendre soin de nous et des nôtres, mais que de notre côté, on pouvait compter sur des ressources et des savoir-faire à mettre en action. Très vite, cette tribune s'est beaucoup partagée et j'ai reçu un nombre assez impressionnant de messages proposant d'agir ou demandant comment se rendre utile. Au vu de cette réactivité immédiate, avec notamment Nathan Boumendil, on s'est interrogé sur les possibles que portaient tous ces messages et on a constaté aussi très vite qu'au sein du CLAC, d'Acceptès, qui venait de créer son fonds d'urgence, qu'à Aide, à Actes Paris, au Stras, à la Chapelle de Boue, et dans plein de structures aussi dans les régions, en fait, les militants se posaient les mêmes questions. On s'est retrouvé assez rapidement à une petite dizaine mobilisés avec l'idée de s'appuyer pour agir sur l'auto-organisation ancrée dans nos réels et nos concrets, sur nos savoirs et nos compétences, et tout en restant au plus près des mobilisations de terrain et donc des besoins et des urgences. C'était important pour nous parce que c'était une garantie à la fois d'être audible, pertinent et efficace, mais aussi parce que ça nous évitait de nous éparpiller au nom de bons sentiments dans des opérations doublants que on aurait moins bien menées que les directement concernés. Dès le lendemain, en fait, ces questionnements ont débouché sur une première initiative concrète avec la Chapelle de Boue, les Gilets Noirs, les Ateliers Artel et Actes Paris, en direction des foyers de migrants. Il s'agissait de faciliter la circulation, la traduction et l'appropriation par les migrants des messages de prévention et des consignes de protection, tout en organisant dans le même temps une collecte et une distribution des moyens justement de protection, c'est-à-dire des gels, du savon, des thermomètres, des médicaments, notamment des Doliprane, et aussi une distribution de nourriture. Et là aussi, en fait, on a rencontré un écho, des dons et une aide immédiate. En parallèle, on avait avancé sur l'idée d'une plateforme parisienne et francilienne par et pour les trans, les bi, les PD, les queens, intersexes, queer, les TDS, les usagers de drogue, qui permettrait d'inscrire et de recenser et coordonner toutes les initiatives locales. Une plateforme qui serait souple, qui serait possible de s'approprier et qui serait en même temps évolutive. Ouverte à la création de sous-groupes en fonction de là où on était, des besoins, de pouvoir demander comme de proposer, de filer des infos santé, de proposer une aide spécifique, du soutien, des activités, du ludique, des documents, des ressources, bref, d'échanger, et où chacun pourrait s'exprimer et répondre en fonction de ses possibilités, de ses envies, de ses besoins ou compétences. Et cette plateforme, en fait, on a pu la lancer dès le 16 mars, c'est-à-dire la veille du début du confinement. Le confinement n'avait donc pas encore officiellement commencé qu'on s'était doté d'un outil transversal. Et c'est super important de souligner ce fait parce qu'au-delà des propositions et des aides concrètes, ça n'a pas eu seulement un effet d'autosupport matériel, mais aussi psychologique et politique. Parce qu'on s'en serve ou pas, qu'on y fasse appel ou pas, ça voulait dire qu'on avait un filet de secours, un lieu et un outil qui disait qu'on pouvait compter les unes sur les autres, garder du lien. Et ça, c'était hyper réconfortant au moment où s'ouvrait une période qui pouvait apparaître comme un saut dans l'inconnu.
c'était aussi une façon de nous dire mutuellement qu'on pouvait ensemble exprimer le fait d'être vulnérable, mais aussi celui d'être agissant et pas seulement enfermé. Politiquement et en tant qu'activiste, c'était aussi important de pouvoir continuer à confronter les points de vue, les analyses, les stratégies, à maintenir de la transversalité entre les assos et les diversités des vécus. Et en fait, ce lancement de la plateforme, symboliquement, à la fois par le signal qu'il a envoyé, mais aussi par les discussions qu'il avait provoquées, a favorisé des échanges et des tentatives de continuer à penser collectivement ensemble. Enfin, c'était aussi une façon de refuser que le confinement se transforme en mise à l'arrêt et en réduction au silence. Maintenant, une nouvelle phase commence, le déconfinement démarre. Pour autant, les situations des unes et des autres ne vont pas se régler, ni même s'améliorer du jour au lendemain. En tout cas, pas pour toutes et pas de façon uniforme. Dans certains cas, les situations pourraient même empirer, en particulier en Île-de-France. Et donc, la plateforme va évidemment rester active. On pourra toujours y poster ses demandes et ses propositions et continuer à rejoindre les groupes qui s'y sont constitués ou qui s'y manifestent, et toujours en fonction évidemment de ses envies, besoins et ressources. Voilà, ça sera aussi une possibilité de contribuer à inventer les réponses et outils que cette période qui s'ouvre vont demander. Alors, comment aider ? Évidemment, on peut continuer à participer, à faire vivre cette plateforme. On peut aussi relayer, en particulier sur les réseaux sociaux, les différentes initiatives, qu'elles soient d'interpellation médiatique ou politique. On peut relayer les événements virtuels ou physiques au fur et à mesure qu'ils vont être rendus possibles. On peut aussi, en fonction, là encore, de ce qui est à sa portée, continuer à alimenter les différentes cagnottes qui soutiennent les plus vulnérables et les luttes. Et je pense notamment aux cagnottes des TDS, des Gilets Noirs, d'Acceptess. Mais pas seulement. Il faut aussi ne pas oublier que nos luttes pré-Covid ont souffert et vont continuer d'être impactées pendant des semaines, voire des mois. Donc il ne faut pas hésiter à se tourner vers les associations de proximité en Île-de-France comme dans les autres régions et à se tourner aussi vers nos associations de lutte contre le sida. Enfin, nous avons d'ores et déjà besoin de penser le demain, qui a déjà commencé et qui ne s'annonce pas sous les meilleurs auspices. L'épidémie et le confinement n'ont absolument pas mis le temps politique entre parenthèses, au contraire, ils l'ont plutôt accéléré. Et si on ne veut pas subir un retour à un anormal préexistant, voire même à une violence décuplée, il va falloir assumer d'avoir à réfléchir politiquement une complexité que nous avons du mal à percevoir, imaginer et réaliser aujourd'hui. Les chantiers sont innombrables et les rapports de force pas nécessairement favorables, mais on l'a montré, même quand c'est dur, on a collectivement des ressources et des énergies pour faire face. Alors c'est souvent bricolé, c'est souvent fragile, c'est à notre échelle, on manque cruellement de moyens, mais il n'empêche qu'une fois de plus, on a fait preuve, et il ne s'agit pas là de nous auto-congratuler, mais on a fait preuve de réactivité, d'autonomie organisationnelle et de capacité d'adaptation non négligeable. Donc à l'heure où s'annonce en fait un renforcement du contrôle, de la verticalité répressive et des tentatives de faire peser sur les individus privés de moyens la responsabilité de l'incurie institutionnelle, on a démontré que c'est au contraire en pensant des infrastructures dans lesquelles la confiance et l'entraide peuvent s'exprimer de façon transversale que les solutions peuvent trouver une réalité concrète.
Alors, il n'est pas question de renoncer à la mise en demeure des pouvoirs publics de nous fournir des moyens, ni à la généralisation de notre accès aux droits communs, mais moi je suis plus que jamais persuadé que face à l'instabilité et aux inégalités qui vont redoubler, c'est pas en faisant confiance aux institutions et en nous en remettant à elles que les changements que nous voulons s'imposeront, mais au contraire en nous faisant d'abord confiance à nous-mêmes, à nos auto-organisations, et en développant nos propres ressources, pas en déléguant à d'autres la gestion de notre vie ou en espérant des reconnaissances institutionnelles et paternalistes. Qu'est-ce que je peux souhaiter alors à nos communautés? Prenez soin de vous, faites-vous confiance, soyons solidaires, et puis on trouvera bien des moyens de comment aller mieux collectivement.